et le réseau des universités, instituts de recherche et grandes écoles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc un programme qui est annuel, hein, qui vise donc à accompagner des travaux dont la région est commanditaire, dont les services de la région étaient commanditaires. Et donc c'est dans ce cadre-là que on va vous présenter aujourd'hui donc la restitution du programme LITO, appelé LITO-PP, qui est donc le travail qui porte sur la reconduction de l'Observatoire photographique du paysage régional, donc dans son itinéraire littoral. Donc, problème technique, voilà. Voilà, donc un travail, donc, comme je l'ai indiqué, qui avait été construit en partenariat entre la région, donc avec qui a été suivi au sein de la région par moi-même, donc Sylvain Thureau, chargé de mission au sein du service planification régionale territoriale, et Marie-Caroline Ballon, qui est chef de projet au sein de la direction de la connaissance des territoires et qui prendra la parole par la suite, et un encadrement universitaire par Monsieur Benoît Romillère, qui est présent et qui interviendra tout à l'heure, et Monsieur Novelas Ken, qui est également présent. Et donc, vous avez aussi les étudiants qui sont présents ici, qui se présenteront tout à l'heure, qui vont donc vous présenter leur travail, qui a été réalisé sur une période de 4 mois, c'est ça? Donc, octobre jusqu'à janvier de mémoire, c'est ça? Hop, non, il faut que voilà. Donc, avant de passer la parole à Marie-Caroline, qui va nous faire un petit peu l'historique, la genèse de ce projet qui date, voilà, qui est un peu ancien, puisque c'est un travail qui avait été mené en 2007-2008. Juste un petit point sur le déroulé du webinaire. Donc, on a prévu en 3 temps. Donc, une petite phase d'introduction, hein, qui sera faite par l'équipe d'encadrement sur voilà, le rappel historique, quelles étaient la commande initiale, hein, qu'on avait initiée du côté de la région, hein, sur cet observatoire, comment on a fait évoluer le projet avec l'équipe pédagogique. Et donc, dans une seconde séquence qui est la principale, c'est les étudiants donc, qui vont vous faire la restitution des travaux. Et enfin, on clôturera par une dernière séquence, un temps d'échange, voilà, pour que vous puissiez réagir à ces travaux, qu'on puisse évoquer plus largement les observatoires photographiques du paysage en région, puisqu'on n'est pas la région n'a pas le monopole sur ce sujet. Il y en a d'autres qui sont conduits sur différents territoires. Et ça nous permettra aussi d'aborder la suite de ce programme, puisque déjà, pour le LITO-PP, le programme n'est pas totalement fini. Il y a il doit être finalisé. Et comme vous le verrez, c'est un projet qui s'inscrit sur plusieurs années, puisqu'il y a d'ores et déjà prévu pour l'année 2025-2026 un programme, et que certainement on enchaînera sur une 3e année. Donc voilà, je cède la parole à Marie-Caroline, qui va faire un rappel historique du comment est la genèse de ce projet. Alors, je vais faire court, hein, je ne vais pas vous faire la création du monde, mais de rappeler qu'en fin de compte, le travail des étudiants s'inscrit dans une démarche qui avait été engagée à partir de 2005, dans le cadre d'un projet européen qui s'appelait PAIS.doc sur les bonnes pratiques pour le paysage. On avait 13 régions qui étaient partenaires sur le pourtour méditerranéen. L'idée, c'était d'identifier, diffuser, valoriser une expérience de nature, voilà, notamment sur la question du paysage. Et il y avait 4 grands axes. Il y avait la question comment on crée un observatoire photographique du paysage à l'échelle méditerranéenne. La question des bonnes pratiques avec la production d'un certain nombre de guides voilà, sur les enjeux du paysage. Un site internet, comme dans tout bon projet, on peut toujours un site internet. Et après aussi un certain nombre de recommandations. À ce moment-là, la région, quand on a été partenaire de ce projet-là, on a lancé 2 missions, en fin de compte, d'observatoire. Une première qui avait été réalisée par l'Union régionale des CAUE, parce qu'on était dans un délai un peu contraint d'un projet européen sur 3 ans, il fallait engager des choses. Et finalement, on a aussi lancé parallèlement, il y a un peu plus tard, une commande qui a été réalisée par David Duguemin avec une agence de paysage
Nemesis, qui en fin de compte fait tout un travail aussi d'analyse et je dirais voilà, aussi un peu de prospective. Le sujet que nous, quand on s'est dit, voilà, quelle méthode on prend, donc on s'était appuyé sur, je dirais, la méthodologie nationale de l'Observatoire photographique du paysage. À un moment ou à un autre, il y avait une méthode nationale, on l'a déclinée. Et en fin de compte, notre grille pour identifier 50 points, un itinéraire à l'échelle d'un territoire comme celui de la région, ça a été un peu compliqué. On a pris en compte la commande qui était passée dans Pays.doc, où en fin de compte, il fallait qu'on représente trois espaces, qui étaient le rural, le naturel et le périurbain. Une fois qu'on avait cette grille-là, on s'est dit, nous, quels sont finalement les points, les enjeux sur le territoire régional, les endroits qui vont muter sous des entrées thématiques. La direction qui portait ce projet était la direction de l'environnement, du développement durable, de l'agriculture. Et il y avait les services espaces naturels, parcs, mer, agriculture, forêt, énergie. Donc on avait fait je dirais, ce travail en interservice pour identifier quels étaient les enjeux de paysage à l'aune, en fin de compte, de chacun de ces services-là. Et on avait croisé la question de la durabilité, quelle échelle de temps, la question des confluences, la question énergie et paysage, ce qui nous avait permis finalement de définir 50 points. Alors, j'avoue que la carte que j'utilise, depuis, on fait mieux, hein, mais moi, je n'ai pas évolué sur les outils cartographiques, donc voilà. Ça a donné ça, et on a eu ces deux missions qui sont venues se superposer. Euh, Je remonte. En remontant. En remontant, comme ça. Voilà. À l'issue de cet observatoire qui a été finalement livré en 2008, qui avait une approche d'une photographie quand même assez contemporaine, puisque l'idée c'était de se poser aussi, de montrer ce qu'on ne voit plus. Et donc, alors je n'ai pas mis en illustration la photo, mais pour représenter la Sainte-Victoire, on avait pris un point de vue qui était pris depuis un chemin de desserte à côté de l'autoroute, en face du pont autoroutier et du pont ferroviaire, et qui est un endroit de passage où on a des dizaines de milliers de gens qui passent par là et qui voient la Sainte-Victoire coincée entre un mur anti-bruit, un pont et une autoroute. J'avoue qu'à l'époque, cette représentation du territoire régional n'avait pas suscité, je dirais, une vague d'enthousiasme, et on avait eu du mal à lancer une reconduction qui a été, je dirais, après initiée par mes collègues de l'aménagement dans le cadre du SRADET. L'observatoire, il est resté un peu en stand-by, mais on avait quand même une dynamique forte sur le territoire. Et on est une des régions, je dirais, qui est, je dirais, la mieux couverte en termes d'outils, puisque l'ensemble des parcs naturels régionaux se sont dotés d'un parc. Alors, dans ma diapo, je ne cite que les Alpilles, le Luberon, le Verdon, la Camargue, les Baronnies, mais finalement, ils y sont tous. On a aussi des observatoires, je dirais, un peu spécifiques, avec le littoral vu de la mer, qui avait été une commande lancée par l'Adréal. On a actuellement un OPP régional sur les paysages forestiers qui est porté par l'ONF, un OPP participatif porté par le bureau des guides, voilà, où eux, ils ont fait 100 points qui ont été reconduits sur 10 ans. Donc, je vous invite à aller voir aussi leur site internet, parce que c'est quand même intéressant de voir comment, voilà, avec une reconduction annuelle sur le territoire de la métropole d'Aix-Marseille, ça mute. On a également pas mal d'observatoires, notamment sur les grands sites, Grand Site Sainte-Victoire, Duine-Léon, l'OGS Claré, et le dernier observatoire qui est en train de se mettre en place est sur la réserve géologique de Digne. Et du coup, on en a également un sur la presqu'île de Gien et des Salins, et le premier historique était celui qui avait été fait dans l'Arbois en, je dirais, 92, et qui faisait partie d'une première commande nationale. Voilà, avec une approche, je dirais, plus artistique. Donc, on est un territoire qui est particulièrement bien couvert. Voilà, on a un travail, je pense, de compilation et de valorisation de cette donnée, avec, je dirais, un vrai sujet sur la question de l'observation du paysage, c'est de rendre visible l'invisible, ce que l'on ne voit plus, et ce qui va être, je dirais, il y a le travail qui a été porté par admirablement, mais je voudrais quand même pas trop les flatter en amont, par les étudiants de l'Institut d'urbanisme. Merci Marie-Caroline. Donc, comme tu l'as indiqué, hein, ce travail avait été fait avec notamment dans un cadre de projet européen 2007-2008, et puis par la suite, bon, il est un peu resté sur le coin d'un bureau, sans véritablement de valorisation. Et
moi, j'avais à l'époque un collègue qui est parti à la retraite, au moment de son départ à la retraite, avait travaillé justement en lien sur ces thématiques de paysage. Bébé, en fait. Et en fait, au moment de son de départ à la retraite, il me livre tout un dossier, toutes ses archives sur le paysage. Et donc, je prends connaissance de ces deux observatoires qui avaient été réalisés. Et dans une logique de réflexion sur notre schéma régional d'aménagement, hein, le SRADET, je m'étais dit comment on peut valoriser cet outil d'observation du paysage pour finalement sensibiliser les acteurs et les élus à des problématiques du moment en matière d'aménagement du territoire, hein, tous les bouleversements que peuvent générer par exemple le développement du photovoltaïque au sol, les problématiques de littoral avec les problématiques du trait de côte, modification du trait de côte, les évolutions aussi liées à l'activité agricole où on a des secteurs de déprise, des secteurs où on est plutôt sur des logiques de reconquête. Donc je me suis dit ça peut être un bon outil en valorisant, en disant 15 ans après, qu'est-ce que ça donne? C'était un peu ça le principe. On part sur un principe de 15 ans après, qu'est-ce que ça donne? Donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on a donc ce dispositif-là des fabriques de la connaissance, hein, qui se base sur un principe où un service arrive avec finalement une thématique. Donc, on en décrit les grandes lignes et par le jeu d'un appel à projet, hein, qui est annuel, on le diffuse dans le réseau universitaire. Et alors, soit donc, il est largement diffusé, soit donc on a des labos, des universitaires qui ont connaissance du projet et qui voilà, se reviennent vers nous pour dire ah, ça peut m'intéresser, voilà comment on peut travailler sur le principe. Ou soit nous, on a des contacts préétablis avec certains labos. Et c'est vrai que bon, pour l'IAUR et laboratoire TLM, on avait déjà travaillé sur d'autres projets. Donc c'est dans ce cadre-là que je m'étais rapproché de Benoît Romeillet et de Jean-Noël Consales, qui à l'époque faisait partie de l'équipe. Il a depuis rejoint l'université de Lyon 2. Et donc, on a commencé à travailler sur ce projet et on l'a fait évoluer de manière collaborative, puisqu'on a eu quand même beaucoup de séquences de travail ensemble. Et donc, on a fait évoluer cette demande, c'était de reconduire, hein, les 50 points tels quels sur une année. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément un exercice qui était réalisable sur une année. Alors, notamment parce que l'idée, c'était aussi d'inscrire ce projet dans une logique d'exercice pédagogique avec les étudiants. Et donc, ce qui a des contraintes, hein, de la part des étudiants qui ont un temps de travail quand même qui est somme toute quand même limité, hein, pour réaliser ces ateliers. Alors d'autant plus lorsqu'on est sur des logiques d'approche à l'échelle régionale qui s'accompagnent de logistique, hein, de déplacement. Donc voilà, ça s'est trouvé relativement contraint par rapport à cette problématique-là, et avec des éléments aussi financiers, puisqu'on a une enveloppe quand même qui est limitée par projet et par année. Donc la première des choses, hein, le premier point qu'on a fait évoluer, c'est de se dire on va séquencer le projet sur trois séquences territoriales et temporelles. Donc avec le projet sur le littoral, donc l'ITOPP, qui se court donc sur 2024 et 2025. Et donc là, c'est le projet qui va vous être présenté tout à l'heure, qui sera suivi donc d'une approche montagne que l'on a déjà, qui est déjà votée et prévue, donc qui sera conduit par l'équipe des prochaines, et donc certainement avec voilà, d'autres étudiants sur ce sujet. Et on avait envisagé donc de finaliser en 2026-2027, pardon, sur le principe de reconduire et de terminer le projet sur l'arrière-pays. Voilà, donc ça c'était le principe qu'on a fait évoluer par rapport à la commande initiale. Deuxième principe, c'est de se dire, bon, on a 50 points, est-ce que 15 ans d'ancienneté, est-ce que de faire une simple reconduction, il va y avoir assez de matière pour travailler sur ces dynamiques d'évolution des paysages, de transformation des territoires. Donc on s'est dit, ça va être peut-être assez limité. Alors d'autant plus qu'on restreignait le champ, puisqu'on n'était que sur la partie littorale. Donc on s'est dit, ben voilà, l'idée c'est qu'on va élargir le spectre en travaillant finalement sur 3 types de sites et de clichés. Donc forcément, la commande initiale, c'est retravailler sur la reconduction des clichés sur les sites des OPP 2007-2008, hein, avec l'idée de travailler en disant que le passé comme support permettant d'illustrer des mutations, transformations du paysage contemporain. Voilà, hein, ça permettrait d'illustrer ça. On s'était dit voilà, que de la même manière, cette OPP devait aussi illustrer des mutations qui sont en marche, que l'on
pressants que l'on voit apparaître. Et pour le coup, ce travail-là, on avait dit, l'idée c'était de faire, en travaillant avec des tiers d'experts, c'est-à-dire au sein de la région, de localiser des sites qui, sur les différentes thématiques de l'aménagement du territoire, où on pressentait qu'il y avait des évolutions en cours, voilà. Et enfin, l'idée aussi par rapport à ce rapport au temps, c'est finalement de travailler aussi sur la mutation du futur que l'on ne pressent pas aujourd'hui, des choses qui ne sont pas forcément appréhendées. Et c'était l'idée de travailler finalement sur un principe de carte blanche, laissée aux étudiants, qui en plus se trouvait bien, c'est que dans cette promotion, en tout cas les cinq étudiants, des gens qui n'étaient pas forcément de la région, donc il y avait un regard sans a priori du territoire, et qui donc allait se livrer à cet exercice de sélectionner des sites sur lesquels il allait avoir des enjeux futurs. Bon, là, on avait illustré, mais d'ailleurs, ils le verront, c'est la question des campings, la question de l'avenir des campings face au changement climatique et la problématique de la raréfaction de l'eau. Donc voilà, donc c'était ces trois séquences-là qui permettaient finalement de renchérir véritablement le parcours, l'itinéraire. Et enfin, voilà, l'idée aussi, c'est que voilà, quand on s'est fait le focus sur les points littoraux, bon, on se rendait compte que voilà, il y avait finalement des secteurs qui étaient assez bien traités, notamment la Camargue, on le voit, hein, territoire camarguais, et puis sur la Côte d'Azur, et puis qu'après on avait des choses qui, voilà, des espaces, des zones non couvertes. Donc l'idée, c'était, entre guillemets, de combler les trous dans la raquette, en essayant donc d'avoir une approche spatiale, visuelle sur la carte, qui permette une répartition harmonieuse et équilibrée, en essayant aussi de capter, d'essayer d'avoir des points qui puissent concerner toutes les EPCI du territoire. Et enfin, ben voilà, avec cette idée de renforcement, c'était aussi d'avoir une approche thématique qui permette de couvrir tout le spectre des problématiques d'aménagement du territoire, érosion, tourisme, industrie, urbanisme, ENR, des choses qu'on n'avait pas forcément, loin de là, dans l'observatoire initial. Donc voilà, hein, voilà. Donc tout ça pour vous dire que voilà, donc on est arrivé donc à co-concevoir ce projet. Et donc Benoît va vous préciser comment après lui il a traduit dans le cadre de son parcours de Master 2 pour que ça prenne forme et que ça aboutisse au projet qui vous sera présenté. Tout à fait, bonjour à tous. Merci Sylvain, merci Caroline. Je vais présenter effectivement le contexte et le cadre de ce projet Fabrique de la connaissance qu'on a fortement adossé à une composante pédagogique parce qu'effectivement on a répondu au titre de l'IUAR, Institut d'urbanisme et d'aménagement régional, qui est une espèce d'école, d'institution, honorable institution cinquantenaire qui existe au sein d'Aix-Marseille Université et aujourd'hui de l'Institut méditerranéen de la ville et des territoires de Marseille et qui a vocation à former dans un contexte universitaire des aménageurs et des urbanistes du territoire régional, mais aussi au-delà. Donc effectivement, on a voulu travailler sur cet objectif de reconduction de l'Observatoire photographique des paysages régional avec l'entrée littorale choisie pour cette année, en associant fortement les formations et en mettant à profit le savoir-faire des étudiants et le cadre pédagogique qu'on leur offre dans le cadre de leur formation. Donc le travail qui va vous être présenté aujourd'hui, il a été réalisé en 3 temps. Il y a eu et qui a 3 temps qui ont à chaque fois mobilisé des étudiants de l'Institut d'urbanisme et plus précisément du parcours de Master 2 paysage, aménagement et urbanisme écologique qui a la spécificité dans le panorama des formations en aménagement d'assumer le paysage comme une porte d'entrée finalement sur les questions d'urbanisme et d'aménagement et de planification. 3 temps donc, un premier temps de préparation qui a été assuré par une étudiante issue de ce parcours, mais de la promotion précédente, Estelle Bossard, que je remercie au passage, et qui a effectivement préparé le terrain en faisant un état des lieux des problématiques propres aux OPP et un état finalement des observatoires photographiques du paysage existants en région. Un deuxième temps qui a été réalisé par les 5 étudiants présents aujourd'hui et qui va être le cœur de la présentation, qui a porté vraiment sur la réalisation finalement, la conception et la réalisation d'un protocole de reconduction
des clichés réalisés dans le cadre du premier itinéraire, mais aussi d'augmentation et de traitement des clichés collectés afin qu'ils puissent nourrir, renseigner l'action publique et accompagner les actions, notamment de la région, en matière d'aménagement et de planification. Ce second travail de réalisation, qui sera poursuivi dans une troisième phase de finalisation, qui sera réalisé dans le cadre d'un stage réalisé par 2 des étudiants ici présents, Hugo et Blandine. Il s'est inscrit dans le cadre d'un exercice pédagogique qui est l'atelier de mise en situation professionnelle, qui est vraiment la clé de voûte de la pédagogie de l'Institut d'urbanisme en Master 2, qui est vraiment, avant le stage terminal qui attend très bientôt nos étudiants, leur marchepied vers la professionnalisation, l'exercice fil rouge que ceux-ci conduisent de septembre-octobre jusqu'à fin janvier, où il y a le rendu pédagogique terminal que ces étudiants ont réussi avec brio. La manière dont se déroule l'exercice, c'est qu'on fait travailler les étudiants par petits groupes, donc 4 à 5 comme c'est le cas pour ce projet, en réponse à une commande d'un acteur institutionnel, un acteur du territoire, collectivité souvent, métropole, ville de Marseille, ville d'Aix-en-Provence cette année, et aussi cette commande de la région qui avait une composante, une coloration recherche action, qui nous semblait voilà, tout à fait pertinente et cohérente avec les futurs débouchés, travaux qui attendent ces jeunes futurs professionnels. Travail encadré par une équipe pédagogique fixe, donc Ken Novelas et moi-même, qui avons suivi ce travail d'un bout en bout, même si c'est un travail qui implique une forte autonomie, maturité des étudiants, et travail qui a aussi bénéficié très fortement des apports de la région, donc Sylvain et Marie-Caroline qui chapeautaient un peu ce travail, mais aussi d'autres acteurs régionaux qui, dans le cadre d'ateliers de travaux, ont aussi participé à nourrir ce travail. La suite de la présentation le montrera à n'en pas douter. Donc voilà ce qu'il en est du contexte général dans lequel ont pu travailler ces étudiants. Je propose sans plus attendre de leur laisser la parole pour la deuxième phase de ce webinaire qui retracera la manière dont ils ont pu se saisir de cette commande qui vient de vous être présentée. Alors bonjour, on vous remercie d'abord pour votre présence et on est ravis de vous présenter notre observatoire photographique du paysage du littoral de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc pour rappel, comme l'a dit Sylvain en introduction, en septembre, dans le cadre du programme de recherche-action des fabriques de la connaissance, les commanditaires de la région ont confié à l'UR une étude du paysage par l'outil de l'OPP. Donc, cette démarche a pour ambition d'améliorer l'appropriation des OPP par les acteurs de l'aménagement en combinant leurs dimensions d'analyse et leur rôle de médiation. Tout l'objectif de cette commande, c'est de renforcer l'impact de l'OPP comme un réel outil d'aide à la décision en aménagement et aussi de contribuer au niveau plus local à l'élaboration du SRADET. Maintenant, je vais vous présenter qu'est-ce qu'un OPP. Donc, pour rappel, un observatoire photographique du paysage, c'est une série de photographies prises à partir d'un point de vue fixe, soigneusement sélectionné au préalable et qui va être reconduit quelques années plus tard. Donc, ces clichés permettent de documenter et d'analyser les évolutions du paysage dans le temps et aussi ils servent de dialogue entre les différents acteurs territoriaux. L'OPP apparaît comme un outil privilégié des paysages et de leurs évolutions, mais toutefois, il a des limites, notamment en termes de pérennité et dans son intégration dans les documents, dans les démarches de planification, parce qu'aujourd'hui, en fait, ils sont réduits à seulement un outil de valorisation du paysage. Donc, tout l'objectif de la commande, c'est de dépasser ce cadre pour en faire un outil d'aide à la décision. Et l'enjeu de notre travail sera de créer un nouvel itinéraire à partir des 2 anciens qui ont eu lieu il y a une quinzaine d'années, l'OVPM et l'OPPR, et tout en l'enrichissant de nouveaux clichés. L'objectif de l'ITOPP, c'est de rendre compte du littoral par une démarche méthodologique et de l'alimenter de données visuelles et analytiques.
Donc c'est dans ce contexte que se situe notre travail de recherche-action sur l'ensemble de la bande littorale. Et pour ce faire, on a constitué un groupe pluridisciplinaire composé de Vincent Brunet et Blandine Perronnet qui ont tous les deux étudié la géographie, Cerise Ley qui a étudié le paysage et Hugo Bellus et moi-même qui avons étudié le design. Donc, je laisse la parole à Vincent. Alors, merci. Dans cette partie, donc, on va aborder aussi la définition des points photographiques et des sous-thématiques qui y sont associés. Alors, sur cette carte, comme ça a été dit précédemment, on a l'itinéraire initial qui a été mené par les deux observatoires historiques que sont l'OBPM et l'OPPR entre 2004 et 2008. Donc, on a un total de 21 points qui sont répartis du littoral rhodanien au littoral azuréen en passant par le système provençal. Comme ça a été dit, on a certains trous dans la raquette qui ont été observés, donc on a été mis face à un enjeu de rééquilibrage géographique. On a deux personnes qui ont travaillé sur la définition de ces points, que sont Monsieur Huguenin et Monsieur René Guérin du CAUE. On a donc 21 points voilà, qui dans le contexte de notre travail, ont dû être complétés par un travail de définition de nouveaux points. Donc ce travail de rééquilibrage géographique, il passe aussi par un rééquilibrage thématique, puisque on a des enjeux qui ont été abordés initialement sur le territoire, qui ont dû être retravaillés pour assurer une approche plus homogène des grands enjeux du littoral qui allaient être abordés. Donc pour cela, nous avons organisé plusieurs temps d'échange avec la région d'une part et avec Estelle Bossard, donc ancienne étudiante de l'UAR, qui a travaillé sur ce sujet dans le cadre de ses études et qui a en fait défini dans un premier temps des grandes thématiques autour d'observatoires similaires, notamment en Bretagne. Et donc l'objectif de ces échanges était d'affiner et de valider 7 grandes thématiques autour desquelles nous allons travailler et développer des enjeux plus spécifiques rattachés au littoral méditerranéen. Donc ces thématiques ainsi construites nous ont permis d'établir le socle de notre démarche méthodologique. Donc on a abordé des thématiques comme le tourisme, la gestion et la préservation d'espaces naturels ou encore des questions plus liées à l'industrie pour le gaz fosse par exemple. Cette double approche de rééquilibrage à la fois géographique et thématique nous a permis de passer de l'itinéraire initial qu'on voit sur la première carte à l'itinéraire LithoPP juste en dessous. On est donc passé d'un total de 21 points à 50 points avec donc 29 nouveaux points qui ont été définis sur l'ensemble du littoral. Donc ce nouvel itinéraire, il se compose de 3 typologies de points, à savoir donc les points à reconduire issus de l'OVPM et de l'OPPR qui ont dû être reconduites en allant sur site. Les points collaboratifs, donc c'est 19 points qui ont été co-construits avec la région pour capter ce regard d'expert du territoire et se propulser sur des avant-postes d'enjeux contemporains. Et enfin, les points carte blanche, comme ça a été dit, 10 points qui reflètent à la fois notre vision décalée et prospective sur des enjeux qui sont à la fois émergents et à venir. Donc bien que cette carte s'affirme comme un élément majeur dans l'organisation de nos sorties de terrain, on a effectué un travail complémentaire d'approfondissement des sous-thématiques qui allaient être liées aux 7 grandes thématiques, en les croisant avec des enjeux que nous avons identifiés dans les atlas de paysage. Donc, si un travail de rééquilibrage de points a été réalisé, comme a pu l'évoquer Vincent, les atlas de paysage du Var, des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône ont aussi été mobilisés et analysés à travers une grille de lecture de façon à voir comment se jouaient les enjeux à ce niveau-là et ainsi valider les thématiques ou en faire émerger de nouvelles. Donc, on a recensé et classé par thématique les enjeux des 25 unités paysagères de façon à avoir celles qui sont systémiques, récurrentes et spécifiques, de façon à valider ce découpage par thématique et faire de l'OPP un véritable outil d'aide à la décision. Donc, de ce classement d'enjeux thématisés, on est passé à un classement d'enjeux sous-thématisés, ce qui a permis de faire évoluer les sous-thématiques, donc soit par reformulation d'intitulés, soit par création de nouvelles, ou par exemple, dans le cas du tourisme, on avait ici plusieurs sous-thématiques, dans celle de la pression touristique qui a été transformée en gestion et maîtrise de la forte pression touristique,
Et en complément, une nouvelle a été créée, qui est celle de la valorisation du patrimoine et le développement d'infrastructures pour le tourisme. Et finalement, l'ensemble de ce protocole méthodologique a permis de représenter cartographiquement la force des thématiques dans chaque unité paysagère. Et en complément, des cartes thématiques ont été réalisées de façon à voir comment se jouait la spatialisation dans les thématiques, toujours avec ce cadrage de thématiques spécifiques, récurrentes et spécifiques. Et donc, le tourisme, par exemple, figure parmi les thématiques systémiques, ce qui est expliqué par le fait que le littoral est un hotspot touristique qui va se traduire par une pression sur les espaces naturels, un impact en termes d'urbanisation et quelquefois une standardisation, voire une uniformisation des aménagements. Donc, on a ici trois grands enjeux sont ici définis. Donc, on va retrouver la valorisation du patrimoine et le développement d'infrastructures pour le tourisme, qui là concerne l'ensemble des politiques volontaristes visant à favoriser le rayonnement et la créativité d'un territoire. On va retrouver la gestion et la maîtrise du poids touristique qui concerne l'ensemble des actions visant à freiner justement cette suroccupation du littoral. Et enfin, on retrouve la mise en place de pratiques touristiques durables qui là concernent les actions mises en place pour minimiser l'impact environnemental, mais aussi privilégier les écosystèmes locaux. Et en contraste avec le tourisme, on a un littoral qui se caractérise aussi par un développement industriel sur sa partie est, sur sa partie ouest. Donc principalement concentré autour de Marseille, Port-sur-Mer et La Ciotat, ce qui va finalement placer la thématique de l'industrie et de la productivité en thématique spécifique avec là encore une définition de plusieurs enjeux. Et donc en fin de compte, force de ce rééquilibrage d'itinéraire et force de ce travail sur les atlas de paysage, on a réussi à photographier la quasi-totalité des 50 points avec pour chacun une définition, une élaboration de fiches techniques, de fiches analyse, de fiches actions qui incarnent une sous-thématique pour chaque site. Alors pour rester dans ce volet méthodologique, on peut aborder la méthodologie de terrain qui est partie intégrante de notre méthodo. Donc c'est une étape qui demandait une grande organisation, autant en amont qu'une fois sur site. Donc dans notre cas, il nous a d'abord fallu classer les points, réfléchir au choix et à l'ordre de ces derniers pour établir un itinéraire précis, tout en respectant nos disponibilités et organisé sur des journées de 1 à 3 jours. Donc on a anticipé aussi à ce moment chaque accès au site, au potentiel point de vue, évitant tout simplement les improvisations une fois sur le terrain. Donc c'est une étape qui demandait également une anticipation administrative qui nous permettait la gestion de nos déplacements, de nos logements, donc, et de nous assurer lors de nos départs. Donc en fait, tout ça, ça fait partie d'un protocole accompagné d'un protocole photographique qui préconise l'utilisation d'un appareil photo, d'un trépied et l'établissement de photos alentour. Donc une fois sur le terrain, notre travail se trouve donc facilité par toutes ces tâches presque en amont, mais on a été confronté parfois à des imprévus en termes de météorologie, de soucis d'accès et de terrain privé, qui ne facilitaient pas toujours la tâche et donc nous impliquaient une improvisation. Après tout ce travail sur le terrain, on a élaboré des fiches techniques. Et donc, pourquoi on les a élaborées? Parce qu'elles permettent de mettre en avant les spécificités d'un site et aussi elles proposent des orientations pour son futur développement ou même pour sa préservation. Donc, l'enjeu de ces fiches, c'est de transformer une simple observation visuelle du paysage en un support opérationnel qui guide les choix de planification, de gestion et de développement. Donc, pour les réaliser, on a comparé les différents OPP qui existent en France, mais on a réalisé que peu en faisaient. Donc, on a décidé de créer notre propre méthodologie pour ces fiches en se basant sur le mémoire de Marine Espanet, qui est une ancienne étudiante de l'IER, qui elle-même
c'est orienté sur le PNR des Vosges. Et donc après ça, on a réalisé 2 types de fiches, car on a 2 types de clichés en fait. Et c'est avec tous les clichés qui regroupent des analyses de sites, apportent des objectifs de qualité paysagère et des pistes d'action. Le premier cas de fiches, ce sont les fiches analyses diachroniques qui sont en fait un avant-après, donc la reconduction des anciens observatoires et où on constate toutes les évolutions paysagères. Et le deuxième type, ce sont les fiches actions avec, où on voit, en fait, c'est la première photo de la série qui sera reconduite plus tard, où on a envisagé un futur hypothétique. Et le premier cas, les cartes blanches que l'on a sélectionnées par les étudiants. Et le deuxième cas, les points en collaboration avec la région, qui, comme leur nom l'indique, ont été sélectionnés avec la région. Et donc, toutes ces fiches permettent de traiter de l'ensemble de nos 7 thématiques et de nos 28 sous-thématiques. Et Hugo va vous présenter la méthodologie des fiches analyses diachroniques. Alors effectivement, si on veut s'intéresser plus concrètement à l'élaboration d'une fiche analyse diachronique de type reconduction, celle-ci s'organise en 3 pages. Donc on va avoir sur cette première page les informations générales de la photo, avec un texte du contexte du site dans son milieu général, sa localisation et sa localisation sur une carte accompagnée de son point d'observation et d'un cône de visibilité qui vient cadrer l'analyse spatiale. Avec ça, on a un court développement sur la sous-thématique qu'elle concerne et les sous-thématiques connexes si elle en a, puis de la photo du site et des photos alentours. On peut s'intéresser plus particulièrement à la deuxième page où on va retrouver ce fameux comparatif analytique de la photo initiale et reconduite, où si la photo d'avant rencontre des éléments paysagers qui composent le site, bien évidemment, la photo d'après viendra mettre en avant les évolutions constatées. Donc ces dernières sont classées selon 3 natures, que sont les éléments stables en jaune, les éléments apparus en vert et les éléments modifiés en rouge. La troisième page, elle comprend l'analyse écrite des évolutions des dynamiques paysagères identifiées sur la photo. Donc d'abord dans un tableau qui vient détailler l'analyse précédente, puis d'un texte qui fait la même chose, et enfin un texte qui vient évoquer les potentielles évolutions du site selon les enjeux thématiques établis dans chaque cas. Alors pour comprendre plus concrètement ce qu'on met à l'intérieur de ces fiches, on peut prendre l'exemple de la fiche OPPR Pédiciel, donc une reconduction de l'Observatoire photographique du paysage régional, qui traite de la conurbation entre Nice et Menton et qui s'inscrit ainsi dans la thématique urbanisation et aménagement, à travers un enjeu de densification. Donc cet OPPR, il a été situé à Èze. On est sur un territoire à forte aménité paysagère et environnementale qui profite d'un dynamisme touristique et économique fort, ce qui peut entraîner en fait des logiques de pression foncière. On est sur un territoire qui est soumis à des enjeux d'urbanisation, notamment du fait de la demande croissante de logements. On a donc des communes du secteur comme Nice, Monaco ou encore Menton qui doivent adapter leur politique et leur aménagement à cette urbanisation. Aussi, le territoire est contraint par sa géographie escarpée et la proximité qu'elle dispose avec la mer. En fait, ça l'empêche de pouvoir profiter d'une expansion urbaine et ça pose des défis de densification. Et donc, ces défis découlent sur une nécessité de préserver les paysages alentours, de lutter contre les îlots de chaleur urbains et de mieux gérer les transports de la zone. Donc, la comparaison entre la photo de 2007 de l'OPPR et celle de 2024, met en évidence plusieurs évolutions. Sur le Cap d'Aille, on a plusieurs constructions qui sont apparues, notamment sur le flanc supérieur de la colline. Voilà, ça reflète la densification urbaine qui est liée à l'attractivité résidentielle et touristique. Ça accentue l'empreinte humaine sur le paysage. Ensuite, en ce qui concerne les éléments qui se sont stabilisés, donc les éléments en jaune,
On a le couvert végétal et certaines zones non bâties qui restent stables. Ça témoigne d'un équilibre encore préservé, mais qui reste fragile face à cette pression urbaine. Et enfin, en rouge, pour ce qui a disparu, on a notamment au premier plan plusieurs éléments végétaux, notamment la haie, un palmier au centre et un pin sur la droite. C'est juste un changement de composition paysagère du site. Face à cela, on peut dire que le territoire de Nice et de Menton, c'est un territoire qui reste attractif, mais qui est contraint. La densification apparaît comme un élément de réponse à la demande croissante, mais elle doit être pensée de manière équilibrée et durable sur le territoire, préservant les paysages et les infrastructures de qualité de vie. Il y avait quelqu'un qui avait une main levée, je crois que c'est Monsieur Gravel. Oui, Marie-Caroline, merci beaucoup. C'est vraiment intéressant ce qui est proposé. Donc, je pense qu'on aura nos commentaires globaux sur comme on soulignera tout ce qui est présenté, la qualité de ce qui est dit et présenté. Mais justement, pour vous parler juste un tout petit peu en complément de ce qui est dit sur le territoire d'Aise, c'est la seule, ou en tout cas la principale commune de la métropole Nice-Côte d'Azur qui est vraiment affectée par la hausse du trait de côte et donc l'érosion du littoral avec ça va être le lieu où disparaîtra sûrement une plage et devront être déménagées certaines villas et habitations de bord de mer. Voilà, c'était en complément de ce qui a été présenté fort justement d'ailleurs. Oui, juste pour te présenter, Félix, tu peux dire qui tu es, parce que moi je te Oui, connais, mais tout le monde ne te connaît pas. excusez-moi, donc Félix Gravel, directeur de la transition écologique et de l'environnement à la métropole Nice-Côte d'Azur. Donc, on a plusieurs dossiers qui recoupent tout votre travail, dont un STER, un schéma de restauration du littoral et de la biodiversité. Et donc, tout ce que vous présentez fait écho à beaucoup de travaux. On est sur d'autres interreg, des projets européens aussi avec le CEREMA, avec le Plan Bleu. Et je vois beaucoup d'applications à votre travail. Merci, Félix. Merci. Merci. Et donc ainsi, l'ensemble des éléments qu'on a pu répertorier pour cette fiche, on les a classés dans un tableau synthétique qui vient justement éclaircir les différentes évolutions du site entre la photo initiale et la photo actuelle. Et en complément, un texte d'analyse qui vient préciser davantage ces évolutions et expliquer en quoi elles deviennent un enjeu du territoire. Si on peut prendre un autre exemple, on a celui de la plage du Jail. Donc, celle-ci s'inscrit dans la thématique de la gestion et de préservation d'espaces naturels à travers un enjeu de fragmentation de ces espaces. Donc, l'OPPR P27, l'étang de Berre plage du Jail, se situe au sud de l'étang de Berre. Donc, c'est un lido dunaire qui s'étend entre la commune de Châteauneuf-les-Martigues et l'aéroport de Marseille-Provence. C'est un espace qui est très apprécié des habitants, mais il est menacé par l'industrialisation. Du coup, pour le protéger, on a par exemple l'action du Conservatoire du littoral qui a racheté les terrains depuis quelques années. Donc c'est un territoire qui a, comme on l'a dit, beaucoup changé avec l'industrialisation de la zone. Avant, c'était plutôt un paysage rural. Mais l'implantation de l'industrie, notamment de l'aéronautique non loin, a complètement transformé ce secteur. Donc ça a eu des impacts sur l'environnement, l'activité locale et même parfois la santé des habitants. Du coup, certaines communes des alentours doivent aujourd'hui trouver des solutions pour préserver ces derniers espaces naturels, comme ici présent la plage du Jail. On peut rajouter que cet espace subit de plein fouet la pression industrielle, avec notamment la pollution des rejets acides de tout le complexe pétrochimique non loin à Fos-sur-Mer. Ça a également un impact sur la salinité de cet étang et la faune et la flore qui disparaît petit à petit. Donc c'est un lieu qui est fragile et qu'il faut protéger, non seulement pour son rôle écologique, mais aussi parce que c'est un espace de loisirs important pour les habitants. Donc si on veut comparer notre photo de 2008 à notre photo de 2024, on remarque ici très peu de changements. Donc la première photo, donc le paysage reste assez stable.
ce qui montre en fait que le site ici fonctionne plutôt bien. Les seules évolutions que l'on peut noter sont assez discrètes, qui vont dans le sens de l'évolution naturelle du site. On a par exemple une légère diminution des gravats à droite de la photo, ce qui a permis un petit enherbement de s'installer. Il y a aussi un élargissement du trait de côte, probablement dû à un apport de sable. Et enfin, si on peut remarquer en arrière-plan le premier poteau de balise maritime qui a disparu aujourd'hui, sans doute dû à l'érosion de cet espace. Pour conclure sur ce lieu, on a un espace naturel qui a su rester relativement stable malgré les pressions industrielles environnantes. Si quelques évolutions discrètes témoignent d'une adaptation naturelle du site, son bon état général souligne l'importance des mesures de préservation mises en place. L'enjeu reste donc de maintenir cet équilibre fragile pour préserver à la fois la biodiversité et l'usage récréatif de ce lieu pour les habitants. Donc, Hugo et Vincent viennent de traiter 2 fiches analyses qui abordent 2 thématiques spécifiques, mais il faut savoir que ces 2 fiches analyses s'inscrivent plus largement dans un corpus photographique, dans un corpus de fiches analyses qui va aborder l'ensemble des 7 thématiques et qui va refléter, ou non d'ailleurs, les mutations, parce que si pour certains sites, on avait des mutations qui étaient flagrantes, pour d'autres, il a fallu zoomer dans la photo pour aller capter les discrets changements. Et donc, ce qui amène finalement à l'identification de 3 formes de mutation, de 3 typologies de mutation. Donc, d'un côté, on va retrouver des transformations anthropiques dominantes, par exemple, comme le montre l'OPPR P20 de Sophia Antipolis, où entre la photo d'avant et la photo d'après, on se rend compte que le site a subi une transformation radicale de son lieu parce qu'il a subi, il a été l'objet d'un projet d'aménagement. De l'autre côté, on retrouve les évolutions naturelles dominantes. Donc l'OPPR P21 de la Camargue intérieure montre qu'entre 2008 et 2004, on a seulement eu un développement de la végétation. Et entre ces 2 formes de mutations, on a au milieu les mutations mixtes, donc qui regroupent à la fois les transformations anthropiques et à la fois les évolutions naturelles, ou par exemple, dans le cas de l'OPPR P38 de l'embouchure de la Giscle, on a encore une fois une évolution de la végétation en premier plan et en arrière-plan des actions mises en place comme la construction d'un bâtiment ou une action de ravalement de façade ou l'enlèvement d'une pergola sur parking. Donc, on a choisi avec les commanditaires de la région des points collaboratifs pour capter les avis de ces experts du territoire sur les évolutions et aussi les grandes dynamiques d'évolution du paysage régional. Et donc, ces points seront à renouveler pour faire vivre l'observatoire existant. Donc ici, vous pouvez voir nos 16 photos en deuxième page aussi, mais tu peux rester là. Et les 16 photos qu'on a réalisées durant cette OPP. Et moi, je vais vous en présenter rapidement 3 et on reviendra plus dans le détail sur une fiche action qu'on a réalisée. Donc le premier, à droite, Cap Croisette, les Goudes à Marseille. Donc, ce site fait partie du parc national des Calanques et c'est donc un site naturel protégé et il est classé dans la thématique mobilité et dans la sous-thématique accessibilité des zones sensibles. Et il est intéressant parce qu'il répond à des enjeux de canalisation des flux touristiques et de sécurisation des usagers et des habitats naturels. Mais donc, Vincent l'expliquera plus en détail dans la fiche action. Et un autre site, donc sur la deuxième page, la plaine du Var à proximité de Nice, qui s'inscrit dans la sous-thématique reconversion des activités agricoles. Donc à l'origine... Pardon, la plaine du Var, là. Elle est là. Oui, elle est en bas. Donc, à l'origine, c'était une vaste zone agricole qui longeait le fleuve et qui, avec le temps, est de plus en plus mitée par l'urbanisation.
et aussi l'arrivée des infrastructures tertiaires et industrielles, principalement, et un petit peu de logement. On a choisi ce point de vue parce qu'il surplombe la plaine et rend compte des quelques aires agricoles parsemées dans le paysage. Et donc, sur la deuxième page, le dernier exemple, c'est autour de la Cagne, à Cannes-sur-Mer, ce qui appartient à la sous-thématique valorisation de la mobilité alternative et la thématique mobilité. Donc, ce site est intéressant parce que ici, on ne voit pas encore, mais en 2028-2030, il y aura la ligne 4 du tramway qui devrait voir le jour et qui reliera Cagnes-sur-Mer à Nice en 20 minutes. Et sur les photos annexes qu'on a réalisées aussi, on voit donc sous le pont qui est ici, le lit de la rivière qui est actuellement en travaux pour agrandissement. Donc, la présentation. Avant de passer à la présentation d'une de ces fiches, on va revenir rapidement sur la méthodologie employée pour cette fiche, qui est différente de ce qu'on a pu voir précédemment, en tout cas pour la première page, qui reprend sensiblement la même trame des cartes analyse diachronique, avec ses éléments de contexte et de localisation, et ses enjeux et photos du site. On s'intéresse particulièrement ici à la seconde page, qui se distingue des fiches précédentes par l'analyse de la photo traitée, où l'on vient identifier ici numériquement les éléments. On a juste sorti la page sur en vidéo. C'est qui a touché à la machine. Il n'y a plus la... Non, on Et pour repartager. ouais. C'est pour prendre, et on arrête, on a touché à rien. Il y a un moment où l'ordinateur, c'était qui partageait? C'était la box là. Alors. Marie-Caroline, pendant qu'on cherche au niveau technique sur ce qui vient d'être présenté sur la Cagne, ça sera intéressant aussi d'avoir le mot renaturation, puisque c'est un projet qui a été reconnu à l'échelle européenne, notamment ça a été indiqué, puisqu'il y a le lit de la rivière est redonné pleinement à la rivière. Et il y a des zones de biodiversité où les accès seront complètement interdits pour que la biodiversité se régénère. On a redonné en effet au lit de la Cagne. Donc juste sur la présentation de projet de la Cagne, ce mot-là m'apparaît intéressant dans le paysage de la renaturation. Merci pour la précision. Ouais. Non, mais De rien, j'essaye de meubler. Non, c'est un projet qu'on leur avait proposé parce que c'est un projet qu'on suit depuis longtemps au niveau de la région. On a pas mal accompagné la commune et le travail fait est assez intéressant et important aussi à renseigner d'un point de vue photographique, en sus de ce qui a été fait par la ville, on va dire. Et on est toujours... moi, j'aime bien la technique, en fait. Elle nous lâche toujours à un moment. Voilà. Ça y est. Super. Pour le partager, oui. Il faut que... ouais. Et tu touches plus rien, surtout. J'ai touché à rien. Je pense qu'on s'est fait. En fait. Non, c'est le. On a enregistré un document là. Ouais. Non, mais c'est pas moi. Franchement, c'est. Le dénoncement Bon, du collègue. on réglera les comptes tout à l'heure. Alors, tac, alors du coup, il faut que je le mette contre la aussi. En plein écran? Ouais. Alors, il y avait une autre question. Il y a quelqu'un qui a levé la main, là, dire profitez le temps qu'on continue à gérer le. Oui, merci. Sophie Séjalon du Conservatoire du Littoral. Je voulais juste apporter une petite précision par rapport au Bolmont, le cordon du Jail qu'on a vu tout à l'heure, pour dire qu'il y avait eu une observation de l'évolution du trait de côte et vous avez parlé de rechargement. Cette explication n'est pas exacte et je pense que le niveau
du trait de côte différent que vous avez observé, il y a deux choses. D'une part, le temps, puisque la première photo, et on voit que les temps étaient très mouvementés, alors que la deuxième photo, il était très apaisé. Il faut prendre en compte aussi l'effet marée, même s'il est très très faible en Méditerranée, il peut varier de 30 cm. Il faut l'avoir en tête, le trait de côte. Donc, au niveau de l'étang de berre, je ne sais pas ce qu'il en est, mais il doit varier un tout petit peu aussi. Et par ailleurs, il y a des enrochements sur ce cordon qui permettent aussi de bloquer le transit sédimentaire et à la plage de s'élargir un tout petit peu. Voilà. Merci. Ça a permis de relancer le diaporama à la bonne page. Il y a encore une question. On va peut-être laisser les étudiants terminer, puis voilà. Après, il y a un temps de questions et d'échanges. Même s'il faut qu'on revienne sur des slides, on le refera à la fin, il n'y a pas de souci. Donc, je vais reprendre sur cette deuxième page de méthodologie, où on voit donc l'analyse de la photo traitée en haut à gauche, qui vient identifier numériquement les éléments et structures de paysage, auxquels s'ajoute un texte définissant les qualités paysagères et les enjeux du site, les projets visés, le cas échéant, nos actions mises en œuvre sur ces derniers. Celles-ci sont illustrées dans une vue axonométrique ou un bloc diagramme qui matérialise un futur hypothétique en fait, spatialisant chaque orientation définie à partir des enjeux du site. Donc après avoir présenté la méthodologie, comme pour d'autres typologies de fiches, on va voir ici le cas du Cap Croisette. On est aux portes du Parc national des Calanques, à proximité des Goudes, sur un site naturel protégé qui se caractérise par un environnement de falaises calcaires, de criques et un certain isolement. Sa position géographique et ses caractéristiques en font un lieu à la fois attractif, mais vulnérable du fait de cette attractivité, notamment dû à la pression touristique subie chaque année. Alors, l'enjeu qui est identifié se trouve dans l'accessibilité de ce site, qui doit être pensé de manière à préserver les milieux naturels tout en permettant un accueil du public. On est face à des espaces sensibles qui sont soumis à des pressions humaines qui, à terme, pourront entraîner et entraînent déjà une certaine dégradation de l'environnement. Quand la fréquentation devient difficile à contrôler, comme on a pu l'observer ces dernières années, on se trouve face à la nécessité de voir émerger une gestion capable de concilier deux objectifs, à la fois protéger la biodiversité du site et répondre aux attentes des visiteurs. Donc, dans ce cadre, le projet Life Habitat Calanques est un projet qui a été lancé en 2020 afin de restaurer les habitats naturels et réduire l'impact de la circulation automobile autour de 3 grandes mesures qui ont été mises en place. On note notamment la transformation de la piste goudronnée de la Maronnaise en une voie douce, ce qui favorise les déplacements à pied et à vélo. La requalification du boulevard Alexandre Delabre, avec cette fois la création d'une solution de retournement avant Callelongue pour limiter l'accès automobile. Et le renforcement des accès doux depuis la Madrague de Montredon, afin, là encore, de valoriser, d'encourager l'utilisation de moyens de transport non polluants. Alors, sur la gauche, on peut voir la photo que nous avons prise sur place et l'analyse que nous en avons faite à travers une numérotation et une légende voilà, des différentes, qui représente les différents éléments paysagers, permet de comprendre, permet d'identifier les principaux éléments du site et permettront aux prochaines reconductions de s'appuyer sur cette analyse afin d'appréhender les potentielles évolutions qui pourront avoir lieu sur ce site. Donc au premier plan, on observe un sentier qui a été aménagé par dérochage du terrain naturel. Il s'intègre discrètement dans le paysage et permet de canaliser les flux de visiteurs. À droite, il est bordé par un massif végétal de plantes méditerranéennes, composé notamment d'espèces comme le lentisque, le romarin ou encore le myrte. Ce sentier il se prolonge en arrière-plan vers la garrigue, qui illustre un phénomène de reconstitution végétale qui est permis par la régénération naturelle d'espèces endogènes.
Cependant, cette végétation, elle reste principalement composée d'espèces pyrophytes inflammables, ce qui peut avoir tendance à réduire la diversité biologique du site. À l'horizon, on aperçoit le village des Goudes, dont la proximité avec cet espace naturel fait preuve d'une frontière assez fine entre activité touristique et nature à préserver. En complément de cette analyse, on a réalisé une vue axonométrique qui illustre nos différents objectifs de qualité paysagère. Donc, tout d'abord, on a identifié la nécessité d'informer les promeneurs à travers l'installation de panneaux et de bornes directionnelles qui pourraient à la fois guider les visiteurs et préserver l'intégrité du site. Ensuite, nous pensons que la mise en place de dispositifs tels que des mains courantes et des poteaux-fils pourrait minimiser les risques d'insécurité pour les usagers qui pratiquent cet espace, tout en restant assez discret sur le paysage. Et enfin, nous pensons qu'il faudrait canaliser le flux touristique en créant, confortant et en entretenant des sentiers bien définis. Donc, en plus des reconductions et des points collaboration, on arrive avec notre album photo des points carte blanche. Donc, pour faire un bref rappel, c'était les points que nous avions sélectionnés, nous, en tant qu'étudiants. Donc, parmi eux, on va retrouver, par exemple, le site de Marineland, qui a fermé ses portes début janvier et qui pose donc question sur le devenir de ces arènes et de ces animaux. On va également pouvoir retrouver le point sur les îles Frioul qui sont confrontées aujourd'hui au développement des espèces invasives importées par l'homme et qui perturbent donc l'évolution de la végétation endémique. Donc on va rentrer ensemble dans l'analyse de deux sites, donc le golfe de Monte-Carlo et le bassin du Vallon d'Olme, qui reprennent donc la même trame que les piches collaboratives. Donc le golfe de Monte-Carlo, il s'inscrit dans la thématique gestion et préservation et il va concerner l'enjeu de la pression sur les ressources naturelles. Donc dans le cas présent, ici, le cas de l'eau. Le golfe, il attire une clientèle qui a majorité internationale et il est extrêmement réputé pour ses panoramas entre mer et montagne. Aujourd'hui, il nécessite un entretien qui est exigeant et donc une forte consommation en eau. Et donc, dans ce contexte de réchauffement climatique, la question sur la ressource en eau, elle est largement débattue du fait des périodes de sécheresse qui sont préoccupantes que le littoral a connues ces dernières années. Donc, on va rentrer ensemble maintenant dans l'analyse de la photographie. Donc, on peut voir que le Monte Carlo Golf Club, il illustre donc une certaine harmonisation entre une nature aménagée et une nature qui est plus spontanée. On va retrouver donc une pelouse qui est parfaitement entretenue, qui va témoigner d'une gestion rigoureuse, tandis qu'on va retrouver aussi d'autres éléments paysagers tels que un chemin pour les voiturettes de golf, quelques arbres isolés et un bassin, qui sont donc les éléments caractéristiques des golfs. On va retrouver au premier plan donc une végétation qui est plus arbustive, qui vient donc délimiter naturellement le terrain. Et puis enfin, en arrière-plan, un relief avec des vues dégagées sur le parc de la Grande Corniche, le Cap d'Antibes ou encore la mer qui enrichissent l'expérience visuelle qui est offerte par ce site. Donc je vais revenir de façon un peu plus générale sur les golfs. On va retrouver deux types de golfs selon la Fédération française de golf. Donc on a les golfs haut de gamme et les golfs dits rustiques. Et si à ce jour, il existe plusieurs restrictions qui sont déjà appliquées pour limiter la consommation en eau en période de sécheresse, les golfs dits haut de gamme vont bénéficier de restrictions qui sont bien moins exigeantes que les golfs dits rustiques, du fait du niveau de prestation auquel ils doivent répondre et à leur clientèle plutôt haut de gamme. Donc tout cela, ça pose plusieurs questions d'équité dans un contexte de transition énergétique et climatique. Donc nous, on est revenu répondre à cet enjeu grâce à des objectifs de qualité paysagère qu'on peut observer sur la vue axonométrique. Donc le premier objectif serait donc d'adapter les essences qui nécessiteraient moins d'eau et de multiplier les arbres d'ombrage. Cela pourrait donc faire des économies d'eau sans altérer la qualité paysagère des golfs qui est nécessaire à l'expérience visuelle qu'on attend sur le golf. On avançait également à restructurer les surfaces de jeu pour réduire la surface de gazon qui doit être impeccable et donc nécessaire à la pratique de ce sport. Et on vient aussi également penser des systèmes de récupération d'eau à des fins de réutilisation des eaux de pluie locales pour limiter les potentiels pompages extérieurs. Donc à présent, on va rentrer dans au cœur d'une autre fiche action qui est celle du bassin du Vallon d'Olme à Marseille qui va traiter la question de la pollution lumineuse. On a choisi ce site puisqu'il se situe en plein milieu du massif de l'Étoile
Donc, c'est un petit massif montagneux qui est limitrophe au nord de l'agglomération marseillaise et qui offre du coup une vue panoramique sur la ville. Donc, je vais commencer par vous expliquer l'enjeu que représente la pollution lumineuse. C'est une question qui est importante pour le littoral puisque 76% de la population elle est concentrée sur 10% du territoire en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et donc en l'occurrence donc sur le littoral. Donc on a vraiment une forte consommation, une forte émission de lumière sur le littoral. Donc la pollution lumineuse elle vient donc modifier le cycle naturel du jour et de la nuit qui est donc indispensable aux êtres vivants et donc va perturber le comportement et le fonctionnement physiologique de ces derniers. La zone éclairée, elle va représenter en plus de ça, pour certaines espèces, des barrières qui sont infranchissables, ce qui va donc fragmenter les populations. C'est le cas par exemple des chauves-souris. Donc, on peut passer à la slide. Donc, sur la photographie, on peut observer donc, différentes intensités de lumière qui ont été réalisées à partir d'une pose longue avec l'appareil photo. Donc le premier plan, on remarque qu'il est très sombre on remarque donc le milieu naturel. On va retrouver une deuxième zone qui est donc périurbaine, qui va marquer donc cette transition entre le milieu naturel et la ville, qui présente donc cette forte concentration de lumière et qui est donc tachetée de quelques zones un peu plus sombres, qui est sûrement équivalente à des zones de parc, mais qui est tout autant finalement soumise à la pollution lumineuse. La lumière qui est émise par la ville, elle est démultipliée en raison de sa rediffusion donc, sur les particules qui sont en suspension donc, dans l'atmosphère, qui va créer ce halo lumineux qu'on peut retrouver au niveau du numéro 4. Donc ce halo, il va projeter la lumière au-delà des frontières de la ville et donc va perturber le cycle nocturne. Donc à nouveau, on est venu nous répondre avec des objectifs de qualité paysagère à ces enjeux. On va proposer également d'adapter le luminaire, faire des zones plus ou moins éclairées en fonction de l'usage. On va également donc, choisir des lumières qui peuvent être moins intenses avec des spectres lumineux de couleurs qui sont moins impactantes pour la biodiversité. Et on pourrait penser aussi également à diminuer donc, la hauteur du luminaire, ce qui permettrait de limiter les flux de lumière vers le ciel et ainsi donc réduire la surface qui est éclairée inutilement. Donc à présent, il nous paraît important de vous faire un retour sur notre travail en abordant premièrement les limites constatées lors de ce dernier, puis vous faire un bref retour sur notre ressenti. Donc effectivement, ce travail a soulevé plusieurs limites. D'abord en termes d'accessibilité, où certains chemins étaient impraticables comme à Bauduc, ou d'autres interdits, j'en parle là notamment les pistes DFCI dans le massif des Morts. D'autres accès étaient privés, avec comme par exemple ici le site de la SPSE sur Fos-sur-Mer qui était entouré de clôtures et qui nous a compliqué la tâche dans la prise de photos. On peut également parler des limites de la localisation précise. Enfin, si elle n'est pas précise, elle pose problème. Parce qu'il y a des espaces comme celui de la plage de Bauduc au milieu qui sont soumis à de forts changements et si on n'a pas d'instruction très précise, c'est donc compliqué de trouver ce point, d'autant plus que c'est un espace dunaire et qui évolue constamment. La saisonnalité est également un autre enjeu à prendre en compte, car elle impacte notre travail. On s'est rendu souvent compte que la thématique initialement définie sur le site ne correspondait pas à celle dont on avait sous les yeux. On peut regarder notamment le site de la Riviera française où la photo initiale a été prise en été et rend bien compte de la thématique du tourisme avec cette affluence de navires et où notre photo ne représente pas la même chose. Et enfin, on peut aborder l'enjeu des atlas qui sont intéressants et non négligeables, mais qui nécessiteraient un travail d'harmonisation car actuellement trop complexe à tout capturer. Donc, il nous paraissait important de vous faire un retour sur l'expérience que nous a apporté ce travail. Donc, tout d'abord, il nous a permis de découvrir le littoral avec un regard expert, puisqu'on a pu appréhender le littoral avec un regard éclairé en ayant une connaissance en amont des enjeux qu'on pouvait retrouver sur site. Ce travail nous a également permis d'acquérir une pluralité de compétences,
notamment donc avec la maîtrise des techniques photographiques, qui a été essentielle puisque ça a été la base de notre travail. Je voulais marquer aussi une attention particulière à l'organisation, puisqu'on a eu un temps limité qui a vacillé entre des temps de terrain, des temps de réflexion et des temps de traitement de photos. À cela, on peut ajouter donc l'ensemble des aléas qu'on a pu rencontrer sur site et qui nous ont constamment demandé de remettre en cause nos rétro-plannings et donc complexifier la tâche. Et enfin, donc, je pense qu'un des points forts de notre projet, il a résidé donc, dans l'élaboration d'une méthodologie innovante qui a été conçue spécifiquement pour cet observatoire, avec donc une identification des sites et des enjeux grâce aux atlas paysagers, et puis un traitement des sites qui nous a demandé un travail de réflexion, notamment donc, pour le traitement des photos, mais également dans l'élaboration des fiches d'action, qui a été l'élément clé de notre travail. En tout cas, donc, on a pris beaucoup de plaisir à réaliser ce travail. On a apprécié donc, le challenge de créer une nouvelle méthodologie. Et les temps de terrain nous ont permis donc, d'allier l'utile à l'agréable et donc l'opportunité de découvrir davantage la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. Et on peut à présent passer à un temps d'échange si vous avez des questions. Merci. Merci. Je veux bien commencer par une précision. Je me présente Ken Novelas, je suis encadré le travail des étudiants avec Benoît. Peut-être pour revenir juste sur une précision, quand ils sont passés vite fait sur le JAI, j'en profite pour rajouter un élément. On avait parlé d'industrialisation. Il me semble que c'était important de faire le distinguo entre le paysage qu'on voit depuis le JAI et là, du coup, on a une logique d'industrialisation des paysages qu'on voit depuis le JAI. Et ça met en tension la problématique touristique d'un côté sur les temps de mer et de l'autre côté l'intensification industrielle en cours. Avec différents projets, et de l'autre côté, la problématique même du JAI, qui est moins l'industrialisation en tant que page, mais plutôt l'urbanisation, où on a eu une transformation de cabanes en villas, comme on peut l'avoir eu sur les Goudes. Je remettais peut-être en perspective ce point-là. C'est passé vite, mais je me suis dit que c'était bien de le repréciser pour faire le distinguo entre la problématique du JAI en tant que plage et le paysage qu'on voit depuis le JAI, qui met en balance les deux dynamiques qu'on a sur les temps de mer entre mise en tourisme et réindustrialisation. Voilà. Merci, Ken. Alors, voilà. J'ai peut-être, avant de laisser la parole à Félix qui lève la main, en fait, il y a David Huguemin, qui est une photographe qui a fait le parcours qui est en ligne. David, puisque tu es entre guillemets le papa de l'observatoire, est-ce que tu veux dire un mot, parce que tu nous fais plaisir d'être là, voilà, sur ce travail fait par les étudiants. Je te prends de court, hein, excuse-moi. Non, du tout. Non, du tout. Je trouve que c'est effectivement très intéressant de voir une continuité et une reprise en charge d'un certain nombre de problématiques. Et voilà, après, moi, j'ai pas encore vu l'ensemble des reconductions, donc je réserve mon analyse sur un après, mais parce que ça m'intéressera de pouvoir voir justement les points de vue en binôme. Là, il y en avait dans la présentation quelques-uns. Et non, je ne sais pas que vous dire. Moi, je suis plutôt en situation de pouvoir répondre à des questions. Voilà. D'accord. Pas de souci. Alors, juste pour... n'hésitez pas à lever la main pour la prise de parole. Pendant que donc il y a ce temps d'échange, justement, c'est qu'on va essayer d'illustrer, on va faire défiler un certain nombre de fiches là, pendant que vous intervenez, ce qui permettra d'avoir un panorama un peu complet de l'ensemble des fiches qui ont été réalisées. Donc, sachant que vous l'avez bien vu que notamment sur les fiches collaboratives, il y en a encore quelques-unes à produire, puisqu'il y a eu une fiche test qui a été produite, et que donc il y a l'ensemble des fiches qui vont être produites donc, dans le cadre d'un stage qui s'engage pour 2 des 5 étudiants en place. Voilà. Donc, ce qui nous permettra d'aborder par la suite, après vos interventions, la suite des travaux. Donc, savoir qu'on a prévu
à la fois là, pour finir, boucler ce LITO-PP et peut-être sa question de sa valorisation aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait au-delà de ce rendu aujourd'hui. Donc voilà, ouvrir avec vous peut-être des champs pour vous dire qu'on est à votre disposition pour, si vous voulez, faire de ce support, le valoriser, on peut peut-être libérer quelques moyens pour petite expo, voilà, des choses pas non plus extraordinaires, mais déjà, sachant que la question de l'exposition, je pense qu'on la projette à la fin, sur les 3 ans, où là, je pense qu'on a dans l'idée d'avoir quelque chose de beaucoup plus travaillé en termes d'exposition. Et puis on évoquera aussi la question de la montagne, puisqu'on s'engage sur les territoires de la montagne. Donc on y reviendra. Donc, sans plus attendre, là, je retiens pas la parole. Donc, Monsieur Ravel, en premier, vous prenez la parole. Et donc, je fais passer les slides au fur et à mesure. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un grand bravo, hein, parce que c'est très qualitatif ce que vous proposez ici et la méthodologie, mais aussi donc ce que vous en déduisez est très riche, et à la fois très riche mais très synthétique. Donc bravo. J'avais un petit commentaire sur les temporalités. En fait, on le sait, une photo, c'est un moment T, et c'est sa grande qualité, mais c'est aussi son défaut. Dans les analyses, quand on doit faire des suivis écologiques, on parle souvent d'analyse 4 saisons, puisqu'on n'observe pas les mêmes espèces selon les saisons. Des fois, ça fait partie du travail, mais pas complètement. Dans le cas spécifique de la métropole Nice-Côte d'Azur, mais je pense que ça rejoint beaucoup le littoral par ailleurs de l'ensemble de la région, la contrainte d'été du littoral et les surpressions du tourisme, qui sont des paysages beaucoup plus éphémères, hein, notamment dû au nautisme que l'on a fortement, par exemple, dans la rade de Villefranche ou ailleurs aux îles de Porquerolles, mériterait aussi de parfois peut-être compléter ce travail ou serait à mettre en balance justement en équilibre entre les pressions de certains paysages éphémères qui vont construire aussi durablement le paysage plus durable. Sinon, juste pour compléter, vous êtes vraiment les bienvenus pour pouvoir exposer ou présenter ce travail devant d'autres collègues que j'intégrerai, que ça soit du Plume, que ça soit de mes collègues qui travaillent sur la biodiversité terrestre et marine. Et donc, bravo pour ce bon travail. Merci. Il y avait, alors dans les mains levées après, il y a Marc Del Corso de la métropole d'Aix-Marseille. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Marc Del Corso, donc service expertise écologique et paysage à la métropole Aix-Marseille-Provence. Je voulais également vous féliciter, hein, les étudiants et toutes les personnes les équipes qui ont encadré et accompagné ce travail. Vraiment, moi, je découvre votre travail. C'est une très grande qualité, à la fois méthodologique et c'est vrai aussi au niveau des représentations, des photos que vous avez choisies et des photos nouvelles aussi que vous avez choisies. C'est très bien. Donc, ça donne vraiment envie. Je voulais réagir sur 2 points. Tout à l'heure, je voulais intervenir à la suite de Madame Séjalon là, sur le site du JAI, mais Ken en a parlé aussi. C'est plus un sujet à discussion. C'est dans la présentation que vous avez faite sur le site. Vous parlez de pollution liée à des rejets chimiques ou acides et des eaux douces, en faisant le lien avec la ZIP de Fos. Donc, je pense que ça, c'est quand même un point de commentaire à corriger. Voilà. Mais moi, je n'ai pas pris connaissance de toutes vos fiches et de tout votre travail. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est encore possible je ne sais pas si ces arguments-là sont repris à l'écrit, mais d'avoir une relecture peut-être avec les acteurs du territoire. Alors peut-être se limiter aux points et aux fiches qui concernent nos territoires, mais voilà, je voulais poser la question de savoir si c'était possible d'échanger avec vous, peut-être après relecture un peu plus détaillée des fiches qui concernent en tout cas la métropole Aix-Marseille-Provence.
Merci Marc pour ton retour. Moi, je dirais même très volontiers, effectivement. Donc là, c'était vraiment la phase de réalisation avec un gros territoire à couvrir, une méthodologie à tester et des fiches actions rédigées. Voilà, un rythme un peu poussé qui génère peut-être sur certaines, effectivement, des approximations, voire des erreurs que les 3 mois de stage qui vont suivre seront l'occasion de corriger, de reprendre. Donc, effectivement, si tu te proposes voilà, d'apporter ton regard expert métropolitain sur les territoires concernés, on t'enverra volontiers les fiches voilà, pour qu'elle tape juste sur les sites concernés. On s'en saisira très volontiers. Ouais. Merci Marc. Oui, à voir s'il y a des projets. Pardon. Oui, il faut rappeler que le travail il a été fait aussi, il y a aussi le travail qu'ils ont fait en amont d'analyse de l'ensemble des atlas des paysages départementaux, qui va permettre de construire la méthode, qui est quand même déjà un gros travail d'assimilation. Après, il a fallu qu'ils digèrent tout ce qui se passe sur les territoires. Donc, c'est vrai que voilà, on est aussi ouvert à l'exactitude des propos dans les fiches. Mais moi, je veux dire, voilà, je tiens aussi mais on leur a dit, le travail de digestion qu'ils ont fait et d'arpentage du territoire est quand même, je dirais, assez remarquable dans un temps qui était contraint. Donc, voilà, on va avoir un peu de temps aussi pour respirer et pour modifier. Et on est preneur, je dirais, de toutes les bonnes volontés qui voudraient faire l'objet, je dirais, de compléments constructifs, notamment sur des précisions techniques. Voilà, comme on a eu celle sur la question voilà, par rapport à hier, c'est vrai qu'il y a aussi des choses où on y reste. C'est quand même un travail aussi de vulgarisation. Je tiens à rappeler que dans la question de l'observatoire, c'est aussi comment on peut équiper, je dirais, des techniciens de l'aménagement, de cet outil de l'observation qui permet d'accompagner les politiques. Céline ? Oui, juste un instant. Vas-y. Enfin, mon intervention, c'est pas du tout une critique sur le travail réalisé, hein, vous inquiétez pas. C'est simplement que face à une qualité de production qu'on a là, ça serait dommage qu'il y ait des petites coquilles techniques. Bon, tout à l'heure, c'était la question du rengraissement de la plage. Voilà, donc voilà, l'origine des pollutions sur le Jaille, on peut vous faire rapidement un petit tableau. Et à la relecture, je pense que le mieux, c'est qu'on relise les fiches et qu'on se reprenne un temps d'échange dessus. J'avais juste un deuxième point à signaler. Quand vous parlez des OPP régionaux, je voulais juste vous signaler qu'on a, dans le cadre du plan de paysage métropolitain qui a été finalisé fin 2023, qui est un plan de paysage sur la thématique des interfaces paysagères. On a en même temps réalisé un OPP dédié à ce plan de paysage et donc dédié à la thématique des lisières. Le plan de paysage est diffusé, donc si vous voulez, je parle aux étudiants et puis à tout le monde, mais si ça vous intéresse, il est disponible sur l'extranet de la métropole Aix-Marseille-Provence, page paysage. Donc vous avez les 3 rapports d'études. Et l'OPP n'est pas encore diffusé, donc c'est pour ça que vous n'avez pas pu le prendre en compte. Et on est encore en train de finaliser à la fois la mise en œuvre du plan de paysage et à la fois la mise en forme de l'OPP pour sa publication. Voilà. Ça sera super important. Merci de cette information, parce qu'on avait regardé ce qui est recensé au niveau du site national sur les OPP, voilà, qui signale en tout cas l'existence des OPP à défaut d'avoir tous les points des OPP. Mais ça fait partie des ambitions qu'on a au niveau de la région. Alors, je parle un peu pour mes collègues plateforme de la connaissance, mais dans le cadre de la plateforme, d'avoir une entrée thématique sur la question paysage, de pouvoir, je dirais, identifier avec une cartographie plus interactive et plus moderne que celle que je vous ai présentée, l'ensemble des observatoires et notamment aussi l'ensemble des points de chaque observatoire pour porter vraiment à connaissance l'ensemble des informations qu'on peut avoir sur chacun des sites. Donc, voilà, je pense qu'il y aura un travail d'interface à faire avec vous et on est bien sûr très preneur de ça. Céline, pardon. Oui, merci, bonjour à tous.
Bonjour à tous, Céline Ayotte, je suis la chef du service biodiversité, parcs et territoires ruraux à la région. Je voulais savoir si, dans le cadre d'un peu nos évaluations de politique publique, on était en capacité de pouvoir analyser des évolutions différentes, notamment sur le littoral, là où j'allais dire il y a un gestionnaire d'espaces naturels, notamment en lien avec les sites du Conservatoire du littoral et d'endroits où il n'y a pas de gestionnaire. De voir si du coup les effets du changement climatique sont plus marquants voilà, sur des sites gérés, sur des sites non gérés, ou pour pouvoir évaluer l'ensemble des politiques mises en œuvre sur ces territoires. Alors, bah, pour te répondre, il aurait fallu que dans l'observatoire de 2005, on ait cette grille d'analyse en se disant on suit des sites gérés et des sites non gérés. Et dans le cadre d'une reconduction, on voit finalement la question de la gestion. En l'état actuel de l'itinéraire régional et je dirais des compléments apportés par les étudiants, c'est vrai que on ne s'est pas posé la question de gestion non gestion, mais ça peut être, je dirais, une question que vous pouvez entre guillemets introduire dans le dialogue que vous avez avec les gestionnaires de sites. Qui doivent, je pense, faire ce travail de suivi. Et puis, on pourrait rajouter, du coup, un point dans une prochaine reconduction d'un site non géré pour voir, en fait, comment ça s'évolue. Ce que je peux te dire, c'est que hors littoral, pour avoir regardé ce travail-là, c'est un travail qu'a fait le Parc naturel des Alpilles dans le cadre de son observatoire du paysage, sur lequel ils ont déjà fait 5 reconductions, où ils ont vraiment une entrée question de l'adaptation au changement climatique. Alors, ils ne se sont pas posé la question de la gestion, mais clairement, on peut voir en fin de compte l'impact du changement climatique et aussi des pratiques de gestion, si on est sur des prairies qui sont les prairies arrosées ou pas sur le secteur des Alpilles. Qu'est-ce que ça donne en fin de compte quand on a un gestionnaire ou pas un gestionnaire, en fait. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui mériterait à un moment d'être suivi, d'être exploré sur notamment pratiques de gestion et changement climatique. Alors après, si on prend dans l'ordre, il y a Sophie, non? Ouais, Sophie. Oui, c'était juste pour compléter la question de Céline Ayotte. Côté conservatoire du littoral, on a des observatoires du paysage sur certains sites, pas tous, mais sur certains. Donc, si jamais vous entreprenez de faire ce travail-là, justement, de comparaison des impacts du changement climatique sur sites gérés et non gérés, bien sûr, on mettra à votre disposition les reconductions que l'on a sur les sites du conservatoire. Françoise? C'était également pour répondre à cette question relevée par Madame Maillot sur le croisement des enjeux et par rapport à des gestions derrière. Sur le site de l'Observatoire photographique du paysage du parc du Luberon, dans certaines séries qui sont sensibles d'un point de vue illustration des enjeux d'adaptation, d'atténuation face au changement climatique, donc qui font l'objet d'une reconduction annuelle avec vraiment un jour fixe, on a certains points de vue, notamment sur les crêtes du Luberon, qui sont croisés avec un suivi d'alpage sentinelle. Donc c'est un dispositif de suivi botanique et de gestion de ces espaces aussi en zone Natura 2000 qui nous permet en tout cas de comparer cette gestion dans le cadre de Natura 2000 et de ce suivi d'alpage sentinelle avec ce que l'on constate sur les photos qui sont reconduites dans le cadre de l'observatoire photo. Donc on a des tendances qui se dessinent effectivement d'un point de vue de la photo, mais ça permet de les confronter avec des critères un peu plus, on va dire, botaniques et puis quantitatifs également. On a d'autres interventions. Alors, en salle, on a une intervention. Alors, bonjour, Quentin Dilasserre, donc je travaille à la région, le service de Céline Ayotte, donc service biodiversité, parcs et territoires ruraux. Je voulais juste noter également, en complément des autres interventions, l'intérêt du travail que vous avez réalisé pour le coup, et donc notamment sur une portion de territoire d'intérêt important pour la région qui est
un 10e projet de parc naturel régional qui se situe en grande majorité dans le territoire du Var, donc dans les Maures, l'Estérel et le Daneron, en remontant un peu dans le pays de Fayence. Et du coup, j'avais noté, si je ne me trompe pas, trois sites, donc du coup, Massif des Morts, Grimaud, conurbation de Fréjus-Saint-Raphaël, où votre travail sera, je pense, assez utile pour ce projet-là, et notamment dans une phase de diagnostic qui va commencer en 2025-2026, un diagnostic, et surtout dans le cadre d'un projet de parc naturel régional, c'est très important, parce que c'est une forme d'équivalent d'état initial, pour le coup, en matière de politique publique, et les paysages sont très parlants, et en plus sont une entrée fondamentale dans les projets de parc naturel régionaux. Donc ça, c'était un point d'intérêt, et puis saluer le travail que vous avez fait. Et puis peut-être rejoindre les autres interventions, je pense à Monsieur Del Corso, sur effectivement notamment les axes, enfin, en tout cas l'entrée axiomatique que vous avez avec des préconisations. Effectivement, peut-être une étape prochaine serait l'intérêt de partager ce travail. Je prends juste un exemple. Qui ne concerne d'ailleurs pas forcément le projet de PNR des Marais-Salles-Talmont, mais quand vous travaillez sur les GOUD au niveau du parc national, et vous évoquez effectivement, en tout cas, une matrice présente d'espèces pyrophiles, etc., qui diminuerait systématiquement la biodiversité, ce n'est pas forcément le cas. Et donc, en fait, dans le paysage, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a cette complexité que vous avez appréhendée, d'accord, mais effectivement, qui serait quand même à compléter par un croisement de regards de professionnels justement qui travaillent sur ces démarches-là, ce serait tout à fait intéressant. Et puis, bon, peut-être que j'anticipe le volet valorisation, mais je verrais un intérêt en tout cas à présenter ce travail-là dans le cadre du projet de parc. Je reviens au Morez-Terel-Tanon, et notamment dans le cadre du A priori, il n'y a pas d'autres questions, ni virtuelles, ni en salle. Peut-être on peut faire un point sur la partie valorisation. Benoît, Ken, Sylvain, expliquer un peu ce que nous, on a... Ah, si. Oui, bonjour. Donc Valérie Gogler du PNR des Préalpes d'Azur, en arrière-plan. C'est vrai que, alors je sais pas, peut-être que j'ai pas tout suivi de la visio, il y a des moments où je me suis absentée, mais est-ce que vous avez parlé un peu des repères en arrière-plan, justement? Nous, on a des grandes falaises, les Baous, qui sont qui font partie de l'identité locale très fortement. Et c'est vrai que depuis le littoral, il y a des points de vue où on voit ces monuments naturels, quoi. Voilà, est-ce que j'ai pas trop vu cette illustration, la thématique du lointain, en fait, dans les propositions, dans les photos abordées. Bon, je pense que ça doit en faire partie quand même. Voilà, c'était simplement une question. Est-ce que vous avez aussi cette thématique des repères géographiques ou portant à l'horizon? Merci pour votre question. Alors, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a forcément intégré dans chaque fiche, puisqu'en fait, nos écrits ils tournent autour de grandes thématiques. Et comme ce sont des fiches assez synthétiques, il a fallu faire un choix dans ce qu'on faisait apparaître à l'écrit et ce qu'on pouvait voir sur la photo. Mais là encore, ça pourrait être des choses qu'on pourrait intégrer dans le cadre d'une valorisation des fiches qu'on a déjà présentées. Ouais. Oui, en fait, c'est surtout par rapport à des axes, des routes. Je trouve que quand on repense aux grands axes, bon, peut-être que je m'éloigne un peu du sujet, mais les grandes avenues, il y avait souvent, enfin, je pense à Paris où il y avait des repères au bout des avenues. À la Concorde, ça a été prolongé à la Défense. Et en fait, cette notion de mise en paysage de l'espace, en fait, mise en scène, c'est quelque chose, je trouve qu'on perd de vue, en fait. Aujourd'hui, quand on a des routes, on perd un peu ces perspectives du lointain et qui donnent vraiment qui fait partie de cette hiérarchisation aussi des voies de la perception de l'espace, de la découverte d'un endroit.
Donc simplement pouvoir maintenir certaines vues vers certains monuments naturels, enfin repères dans le paysage, ça me semble important de pouvoir de pas le perdre de vue, quoi. Bon après je comprends tout à fait vos priorités, je remets rien en question, je trouve que vous avez fait vraiment un travail très intéressant. Moi-même, au PNR, on doit justement faire avancer notre OPP qui était participatif à l'origine et j'aimerais justement un peu prendre de la hauteur par rapport à des repères géographiques. Bon, voilà. Mais enfin voilà, c'était juste une question. Je sais qu'on ne peut pas préserver tous les points de vue, mais peut-être que certains méritent vraiment d'être préservés vers des crêtes de montagne enfin, ou des vallées particulières. Voilà, merci. C'est vrai que la méthodologie, notamment sur les analyses diachroniques, les étudiants font ressortir ce qui est stable, ce qui mute et ce qui disparaît. Et c'est vrai que dans la présentation et même dans la représentation graphique, c'est surtout les trajectoires de ce qui évolue qu'on met en avant. Mais effectivement, il ne faut pas pour autant que voilà, les éléments structurants du paysage, les repères géomorphologiques et aussi symboliques soient mis de côté dans les analyses, qui sont effectivement très importants et merci de nous le rappeler si c'était pas effectivement pas assez ressorti ce matin et des analyses. Après, pour compléter ton propos, je pense que c'est aussi, je dirais, un sujet la question de ces perspectives que on peut retrouver dans les atlas de paysage, qui sont aussi, je dirais, qui posent la question finalement du point de vue et des perspectives. Et notamment après dans une traduction dans des documents d'urbanisme. Et je pense que peut-être qu'au niveau de la métropole d'Aix-Marseille, dans le cadre du plan paysage, il y a eu un travail aussi sur la question de la conservation des vues et des perspectives. Voilà, c'est souvent un travail qu'il faut faire au croisement, je dirais, de plans de paysage. C'est vrai que voilà, après dans l'observatoire, il observe ce qu'on lui demande d'observer aussi, et c'est toute la difficulté aussi de la commande de l'observatoire. Qu'est-ce qu'on regarde? Moi, pour avoir été commanditaire du premier observatoire, j'avais une appétence pour aussi observer ce qu'on ne voyait plus, c'est-à-dire la disparition le morcellement du quotidien, le déplacement du poteau, la haie qu'on taille pas, ces points aussi qu'on oublie dans une première, je dirais, voilà, un premier plan. Mais c'est vrai que les photos qui avaient été faites aussi à cette époque-là, quand on permettait d'être, je dirais, agrandi et de voir aussi ce qu'on avait dans un second plan et de se poser la question aussi de la mutation, puis de la perspective. Il y a des vrais sujets, hein, mais voilà, comment on réactive aussi l'ensemble des outils de paysage en articulation avec l'observatoire, la question des atlas, qui vont pour certains, je pense, être relancés, puisque certains sont assez anciens au niveau des atlas départementaux. La question de plan de paysage à l'échelle des EPCI, je dirais, ou de bassin de vie. Il y a le volet paysage des documents de planification qui se traduit. Il y a aussi un emboîtement des échelles et des outils. Oui, tout à fait. Et en tout cas, ouais, on est relativement preneur là, de ce genre d'approche parce que et là, je fais un peu la transition, même si on pourra revenir sur la mise en perspective de ce qui arrive, la suite, puisque avec l'équipe de l'UAUR, on est attaché au fait qu'on reste dans une logique de recherche-action. Donc, je ne pense pas qu'on va avoir une reconduction de cette méthodo voilà, sur la montagne et l'arrière-pays, parce que finalement, on va essayer d'avoir sur la partie montagne une approche peut-être différente, de dire comment on peut, sur le sujet de la montagne, se saisir de l'OPP pour le valoriser différemment. Peut-être que c'est une approche qui va être peut-être plus resserrée autour d'un site ou plusieurs sites, de travailler aussi peut-être sur un travail de recherche de photographie ancienne qu'on avait envisagé à un moment. Parce que c'est vrai qu'on s'est dit, c'est 15 ans, on se rend compte que finalement, dans ce que vous illustrez, à part des sites où on avait vu, là, on a vu le site de Sophia Antipolis, mais on voyait qu'il y avait le panneau qui indiquait qu'il y avait un programme immobilier ou un programme d'installation de zone d'activité qui se faisait. Bon, là, on savait qu'on ciblait un endroit où il allait forcément se passer quelque chose. Mais sinon, voilà, grosso modo, le bilan qu'on peut en faire quand même, c'est sur la reconduction des photos littorales
il y a assez peu quand même de mutations en 15 années. C'est relativement court, hein, ces 15 ans. Donc c'était l'idée de voir si on ne pouvait pas se saisir en archivage de photographies anciennes pour voir, voilà, repérer. Alors, ça nécessite aussi de retrouver le site. Bon, c'est compliqué, mais peut-être on va s'atteler à cet exercice-là pour le sujet montagne. Et peut-être resserrer sur l'échelle peut-être d'une station, je me sens dévoiler forcément, mais on est en train d'y réfléchir simplement et peut-être se dire, voilà, à l'échelle d'une station qui est soumise à une problématique, je sais pas, de diversification du tourisme 4 saisons, l'enjeu voilà, de voir un petit peu quelles ont été les transformations par rapport aux photographies anciennes de la station et qu'est-ce que on met la focale pour voir qu'est-ce qui va arriver demain face voilà, les équipements que ça nécessite, ce qu'il va falloir démanteler. On parle de redirection écologique, peut-être ça, ou alors peut-être l'objet, c'est peut-être travailler sur les sites des Jeux Olympiques, parce que c'est un sujet qui est cher à notre président de région. Mais en tout cas, je pense qu'on aura une approche différente, et on le verra que pour la RPI, peut-être aussi, on a des fenêtres, alors pourquoi pas ce genre de proposition d'aller plus sur voilà, un sujet différent. Je pense que c'est ce qui nous motive, nous, côté région et de l'équipe pédagogique. Donc, en tout cas, on est preneur hein, voilà, de propositions de ce qu'on pourrait faire de cet outil transposé sur notre territoire. Il y a Françoise qui me pose une question en ligne. Et il y a Quentin. Voilà. On prend une petite question en ligne, Françoise. Oui, je me questionnais sur la question entre le lien entre cet observateur photo et les outils d'analyse du territoire, la question de la valorisation, notamment avec les atlas de paysage. Il me semble que dans le ministère, ils étaient en train de réviser la méthodologie des atlas de paysage avec le standard et la valorisation de tout ce qui est outils numériques et notamment la question des OPP était posée. Est-ce que ça, c'est aussi une piste de valorisation de l'OPP de la région? De reprendre ces points de vue, de les intégrer aussi dans les atlas? On n'a pas poussé jusque-là. Un lien avait été pris initialement dès le lancement de ce projet avec la responsable au ministère de la Transition écologique, justement, de cet outil, des observateurs photographiques du paysage sur le territoire, qui n'a pas pu être là ce matin et qui s'en est excusé, mais voilà, qui suit ce travail et qui avait été intéressé dès le départ par voilà, son positionnement par rapport à l'outil. Donc on peut, voilà, c'est hypothétique, mais des liens ont été faits et pourraient donner lieu à un saisissement, une intégration, mais c'est un travail à mener. Oui, pour participer aux réflexions que tu évoquais, peut-être que vous en aviez déjà discuté on regarde vos réflexions de cadrage sur l'élaboration de ce travail-là, mais si ce n'était pas le cas, en tout cas, ça pourrait être ça pour la suite. Est-ce que, comment dire, apporter, on a une photo, ok, on a du visuel, est-ce que apporter des éléments sur un paysage sonore accompagné de cette photo pourrait pas être intéressante. En fait, si je pose cette question-là, c'est que il y a également une dimension écologique de fonctionnalité et de suivi. On peut avoir un même paysage visuel avec un paysage sonore qui lui est complètement différent au cours du temps et qui a une très très forte incidence, d'ailleurs, aussi bien sur le fonctionnement du vivant, en tout cas très très localisé, que sur Homo sapiens en tant que tel. Et du coup, ça peut faire partie d'éléments de réflexion qui peuvent être intéressants si vous ne l'avez pas déjà évoqué. Non, parce que ça pose les questions de, comme faisait remarquer Félix, c'est-à-dire de se dire à un moment, c'est quand est-ce qu'on fait quelle est la bonne saison pour faire la photo? Et du coup, ça pose la question, c'est quelle est la bonne heure, en fin de compte, pour faire la belle prise de son, quoi. Voilà, et c'est... La prise de son, à mon avis, elle est encore plus sensible en termes de temporalité sur une journée. Ouais. Si on prend à 2 h du matin, si on prend à 4 h de l'après-midi, comme à 9 h, je me dirais, à quel point le son est représentatif d'un site? C'est une question. Moi, je suis un peu dubitatif. Ouais. C'est intéressant, mais ça nécessiterait d'avoir un enregistrement sur une année. Comme tu as les trucs de capture pour les animaux, quoi dire. Tu sais, mais ouais. Après, il y a peut-être des enjeux sur le défi, entre guillemets, de l'évolution
Là, on parle des photos. À l'époque, c'était des photos. Aujourd'hui, on a les photos 360. On a les drones qui permettent, voilà, des prises de vue par drone qui permettent peut-être aussi, ça, finalement, c'est dépoussiérer un peu ce sujet des observateurs photographiques qui a été mis à une époque où on avait ce support-là. Alors après, la question des sonorités peut-être, mais voilà, peut-être, en tout cas, je pense que nous, de l'autre côté, on est relativement ouvert à la suite, hein, sur le fait. Bien entendu, on va reconduire l'ensemble des 50 clichés là, hein, qui étaient initiaux, voilà, dans la logique, mais peut-être que l'exercice là, qui s'ouvre sur les deux autres secteurs, on ne va pas faire une reproduction de la même manière. Je pense qu'il y a une bonne méthodologie. On la met à disposition pour vous, territoire, pour la valoriser. Mais nous, voilà, encore une fois, je le replace, on est dans une logique de programme recherche-action. On va essayer d'investiguer des choses un peu nouvelles. Et pour finir, peut-être pour enchaîner sur la valorisation de ce travail, donc en effet, l'idée, terminer ce stage, ce travail avec les travaux de stage. Donc bien entendu, j'ai bien noté que, en tout cas du côté de la métropole Nice-Côte d'Azur, il y avait peut-être une attente pour qu'on puisse se mettre à disposition, en tout cas, pour pouvoir présenter ce travail, venir à vous ou le faire en visio à voir, mais ça c'est intéressant. Bon, on ouvre plus globalement, hein, je pense, aux autres acteurs, hein, ça peut être intéressant. En effet, il y a l'idée de travailler nous, sur la valorisation sur notre site internet Connaissance du territoire. Donc, où là, le webinaire d'aujourd'hui est filmé, on le remettra en replay. Tous les documents seront mis à disposition et à terme, on va commencer à travailler sur une web carto. Hein. L'idée, c'est d'avoir une cartographie avec les points localisés et qui permettra d'ouvrir une fenêtre sur les photos, les fichiers, les fiches d'analyse. Et pourquoi pas essayer de voir si, au sein de dans cette logique d'observatoire régional, on puisse intégrer les observatoires locaux, que ce soit des PNR et autres, pour avoir finalement en un seul lieu réunit tous les observatoires. Donc ça sera à voir. Donc là, on est en dehors du partenariat avec l'université, mais bon, ça, c'est des choses qui peuvent nous paraître intéressantes à mener. Et donc, comme je l'ai dit, donc l'année prochaine, vous n'êtes pas forcément concerné. Peut-être avant que vous alliez sur l'année prochaine, si je peux me permettre juste en complément. Alors, ce travail, je souhaiterais que vous puissiez le valoriser et on cherchera comment aussi parce que nous accueillons à Nice le sommet des Nations Unies sur l'océan et donc les questions littorales sont prégnantes et vous n'êtes pas sans savoir que peu de jours avant, il y aura un sommet sur l'économie bleue à Monaco, mais un peu plus avant encore, le sommet des villes du littoral, donc la coalition Rising Ocean, qui se questionne sur tous les enjeux du littoral. Donc l'ensemble des maires, on a des maires de la Nouvelle-Orléans, de Papeete, de un peu partout dans le monde, vont venir échanger sur ça veut dire quoi un littoral dans un contexte d'adaptation au changement climatique et de pressions humaines sur ces littoraux. Et donc un peu avant, c'est le sommet One Ocean Science Summit avec déjà 1700 scientifiques du monde entier inscrits et qui seront à Nice la première semaine de juin. Et on travaille avec le ministère des Affaires étrangères, avec l'organisation de l'UNOC ici à Nice, à décliner en fait plusieurs side events. Et on est en discussion avec la région, évidemment, avec le CEREMA, avec des partenaires très engagés sur les questions du littoral. Et je pense que la qualité de votre travail mériterait réflexion à est-ce que nous nous inscrivons dans un événement CEREMA plus la Vitem, qui est un organisme de coopération là justement sur les littoraux. Est-ce que voilà, en tout cas, je vous tends la main à valoriser ce travail, notamment peut-être aussi au mois de mai où on organise un festival Sciences et Océans et il faudrait valoriser tout ça. Alors, on accepte l'invitation. Non, je parle je ne veux pas parler à la place de l'IAUR et des étudiants, mais je pense que c'est quand même une super opportunité à la fois pour l'IAUR et pour les étudiants de présenter le travail dans ce cadre-là. On est à ta disposition, nous sommes collectivement à ta disposition pour discuter de ça et des modalités. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer à ce moment-là, avec beaucoup d'événements. On a aussi, la région organise une journée aussi CRPM, conférence des régions périphériques maritimes. Il y a plein d'événements pour faire valoir ce qui est fait sur le territoire. Et donc,
Voilà, à voir comment on s'organise. On peut prendre un temps de discussion avec toi pour organiser ça. Merci. Je vois que les aides sur l'événement. Je dois reprendre cette perche. De ça. Sur l'événement. Non, mais peut-être qu'il faut faire un oui. Voilà. Juste une petite intervention par rapport à tout le travail. Alors déjà, bravo à Saline Youn. Donc moi, je travaille à la région avec Sylvain, plutôt sur la partie planification. Donc, bravo pour votre travail, c'est super. Et je pense que dans tout ça, il y a des sites qui vont fortement nous intéresser dans le cadre du plan de transition énergétique et écologique, puisqu'on sait déjà qu'ils vont être profondément modifiés, mais qu'on va revenir en arrière. Il faudra effectivement suivre ces sites. Oui, mais on pourrait peut-être porter aussi ce travail-là comme une illustration, comme une base d'illustration dans le cadre du plan de transformation écologique, là, qui est un travail piloté partenarialement par la région et l'État. Et je pense que ça pourrait intéresser l'ensemble des feuilles de route qui peuvent être conservées, hein, puisqu'on a une feuille de route mieux habitée, mieux se le déplacer, mieux se loger, mieux se nourrir. Je pense que l'ensemble des photos rentrent dans les 6 thématiques de la feuille de route et je dirais même dans le plan climat régional. Tout à fait. Je n'oserais pas, enfin, mais je pense que ça pourrait être intéressant de peut-être demander, de voir en fin de compte pour faire intervenir lors d'un GT du plan climat régional avec les référents du GT. Je vais en discuter en interne. Quand vous allez devenir VRP de l'observation. Préparez-vous. Entre 2 examens et des rapports de stage. Bon, mais très bien. Et donc, je clôture, pour clôturer cet webinaire, donc les mettre en perspective de ce qui s'engage quasiment suite à la fin du stage. 2 étudiants pour le clôturer, pour finir le travail, donc ce sera pour nous durant l'été et à la rentrée prochaine. Donc le focus sur la montagne, territoire de montagne, donc où on va reconduire sous la même forme, certainement, avec une forme d'atelier à construire. Bon voilà, sous une autre forme en termes méthodologiques, je pense, quoi. Pour les photos, donc là, on est en train de voir aussi une solution pour qu'on puisse compléter tous les clichés initiaux. Et donc, comme je le disais, après, on a une dernière année qui nous permettra d'aborder l'arrière-pays. Et je pense qu'on aura, à l'issue de cette 3e année, c'est de faire une vraie grosse exposition du travail. Vraiment, dans la conception de l'exposition, comme on l'avait prévu. Initialement, on s'était dit, on va le faire. Et puis, c'est quand même, ça prend beaucoup de temps, ça demande de l'expérience qu'on n'a pas forcément pour le faire. Donc, et peut-être que ça pourra s'engager dans le cadre aussi d'un partenariat avec les universités, pourquoi pas, je sais pas, l'école du paysage ou autre, plus largement. Donc voilà, en tout cas, il y aura des suites et certainement on profitera de ce type d'événement pour représenter les suites qui seront données. Mais on a déjà même quelques propositions d'exposition qu'il faut qu'on travaille, là, pour déjà valoriser une partie de ce travail. Et voilà, donc le chantier démarre. Après, on pourrait éventuellement, Sylvain, en parler sur notre journée annuelle régionale. Ce serait du coup, voilà, l'angle de tir, ce serait plutôt fin 2025. Et à voir, quoi. On vous dit merci à tous. Juste à l'heure pour aller déjeuner. Voilà, et puis de toute façon, voilà, tous les supports seront mis sur le site plateforme de la connaissance et on vous enverra aussi le lien de la vidéo pour la partager. Puis on est à votre disposition. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et merci à la jeunesse. Merci et bravo aux étudiants. Au revoir. Merci d'être assuré, Au revoir.